takeoff. Press 7. 80 knots. Check. Air France 32 Tango, bonsoir, devant votre point, 00 Echo, chez Air France. Air bonsoir, de... Rotate. Bonjour, dans Air France, 32 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus en ce mercredi soir, bienvenue au bar de la zone aéro. Bonsoir, Posez vos affaires. Bonsoir Sébastien. Ça va Nico? Ça va. Ravi de te retrouver, j'espère que tout le monde va bien et on a MMG7F qui arrive avec un groupe de 1, Voilà. groupe très nombreux, bravo, bravo à toi et bienvenue. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat, il y a déjà du monde. J'ai une idée de sujet, tiens, on fera la fusée Ariane. Regarde, top, t'as vu? Ah bah avec le stylo? Ouais. Nico, un rien t'amuse. Ouais, je trouve ça. Alors, bienvenue à Bloupa, Dave qui est là, Dave Jeanlin, notre ami Yurden, Fapom71, bonsoir. Freefly 30, notre ami Eric qui est dans la place, qui a volé cet après-midi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord, tant qu'à faire. On va vous mettre le lien tout de suite dans le chat, ce sera fait, voilà. Et sur le Discord, il a mis des photos de son vol de cet après-midi. Il Ah était à d'accord. Montélimar. Ah. Voilà, vous avez Et- des photos du vol de cet après-midi d'Eric sur le Discord. Et il y avait de quoi faire parce qu'il faisait super beau aujourd'hui. Ouais, et ben Un allez petit voir. peu brumeux, mais il y avait sûrement des beaux trucs à faire. Exactement, il a mis des photos au sol et en vol. Et bienvenue à Sky Shark. Ah, il est vient passé d'arriver. au-dessus de chez moi. Ah bah c'est possible, Bah, il fallait klaxonner. c'est possible. J'en étais où? Badinter 18, Skyflyer qui est là, Céline, bienvenue. Nouveau, Gwen RCW, il vient de chez Thomas je pense, Gwen. Hein. Et de chez Saver aussi, Marilou qui est là, Natabouille, Namobinable, Pierre qui est là. Pierre qui est Pierre. Qui est là. Ouais. Fingergold, Jumpseat, salut Martin, je pense que c'est lui qui se cache derrière. Skyshark 29, on a vu aussi Joe Brabble, tout le monde est là, c'est magnifique. Bon, c'est bien. Bon, soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans la zone aéro, comme d'habitude, une émission un peu exceptionnelle. Ce soir, on Je l'a vais remettre annoncé ma cravate du coup. s'il y a du depuis monde. pas mal de temps. Un invité de marque ce soir qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le temps pour nous, déjà de vous accueillir, de souhaiter la bienvenue aux nombreux followers qui sont arrivés ces derniers temps. Je pense par exemple à Serge Beurier, Xo Livehoop, Boulen tout à l'heure qui est venu, Electro DS 93, Spawn, Slack, Joachim, Valoz, enfin il y a beaucoup de monde. Donc merci à vous de suivre la zone aéro. N'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, il y a deux manières de le faire. Hein. La première, c'est tout simplement de prendre un sub, un abonnement. Hein. Ça se passe sous votre écran. Vous cliquez sur s'abonner et sachez que les abonnements vont nous permettre, on espère, de financer un studio mobile qui nous permettrait d'aller carrément à proximité des avions, dans des hangars, Faire des petits reportages, ouais, sur place. faire même des émissions carrément. Et en direct, oui. pourquoi Ouais, pas. voilà, en direct à côté des avions ou même au cœur des avions. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour 2023. Pour nous aider à le réaliser, vous prenez un abonnement juste en dessous. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire aussi. Hein. Le Prime, il est ici. Vous cliquez, vous suivez la procédure et vous abonnez gratuitement. Et nous, ça nous aide. Ou encore, il y a des petites coupures pub qui ont lieu pendant les émissions. Vous pouvez rester pendant ces coupures pub ou alors vous prenez un sub. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas ces coupures pub. Voilà, donc il y a les deux manières de le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, quoi d'autre? Le programme. Programme pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va rencontrer Isa Bazin. Qu'on aura la chance d'avoir avec nous et on parlera organisation de meeting aérien. On rentrera dans le détail. Comment est-ce qu'un meeting aérien s'organise? Quelles sont les procédures à suivre C'est pour intéressant, pouvoir ça. mettre ça en place? Et on pense notamment au meeting de Melun, puisqu'elle s'occupe un petit peu de ça. Et si on a un bitcoin qui traîne dans un tiroir, on peut l'offrir à ta zone aéro. Bitcoin, dis Bitcoin, oui, parce qu'apparemment, ça a pris de la valeur.
Bon bah oui. Après, il faudra te débrouiller, mon cher Joe. Voilà, je peux pas te dire mieux. Tu t'arranges avec Free Flight 30 et comme ça, vous allez trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de problème. Donc, Mais intéressant les meetings, parce que en plus, voilà. apparemment, au niveau de la réglementation, il y aurait eu des petits changements, ou enfin, je sais pas, c'est en discussion avec D'accord. les organisateurs et puis la DGAC là, ces derniers temps. Eh bien, on posera la question Voilà. à Isa la semaine prochaine. Donc, notez bien le 22, semaine prochaine, 20h30 avec Isa pour les meetings et vous pourrez poser des questions. Et bienvenue 0K qui est avec nous. Le 1er mars, on retrouvera un autre bénévole dans l'aviation, c'est Anthony. Anthony Rossi qui s'occupe de la gestion, on peut dire, d'événements un peu aéroclassiques. Je pense par exemple à des rassemblements d'avions sur des terrains en herbe. Ils aiment bien faire ça. Il y en a un qui est prévu au mois de juin. Et on parlera un petit peu de ça avec lui, des difficultés justement des bénévoles dans l'aviation actuelle. Ah, ils sont Voilà. très très importants ces gens-là. Donc c'est super bénévoles. important et on discutera avec Anthony le 1er mars aussi à partir de 20h30. Donc ça c'est pour les deux prochaines émissions. Et en fin d'émission, on vous détaillera un peu plus en détail le programme du mois de mars parce que ça y est, le mois de mars est bouclé et on a du beau monde aussi au mois de mars. Il va y avoir des sujets super sympas. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah écoute, avant de retrouver notre invité de ce soir, parce que tout le monde se dit mais il est là ou il n'est pas là? Bah oui, il est là. Fred, t'es où? Il va arriver, il va Fred arriver. Il est pas là? Ah bon, il va arriver. D'accord. On va peut-être présenter le programme de ce soir quand même. On dépose le plan de vol? Allez, C'est plan de parti, vol. plan de vol. Plan de vol. Plan de vol. Pour les Et, non-pilotes, en sommaire. plus, le raid de notre ami Thomas qui vient d'arriver. Hop, on va mettre la caméra ici. Le plan de vol. Le plan de vol. Ah non, on va remettre celle-là en face. Voilà, on met celle-là. Le plan de vol de l'émission de ce soir. Et voilà, il y a toute la communauté d'Inforea qui arrive. Raider de Inforea, Jason, mon petit PC, Thomas, let's go, bonsoir. Donc Urden et la modération, n'hésitez pas, faites les SO, il n'y a pas de souci. Hein. Crash Virus, Lufthansa, voilà, tout le monde arrive, c'est beau, c'est magnifique. Bienvenue à vous, bienvenue dans la zone aéro. Hop, Nouveau on va enlever. follower. Voilà. Donc, le programme de ce soir. Voilà, actualité du terminal. Derrière, il est là, il est là. Donc, Courant. embarquement avec Fred Courant de C'est pas sorcier, vous connaissez tous. On va passer 1 heure avec lui juste après, pendant cette émission, et on parlera de tous les sujets autour de l'aviation, puisque Fred était un très bon cobaye en vol. Hein. On va parler un petit peu de tout ça. Et puis, les 5 dernières minutes, la foire aux questions, remise de gaz. C'est une séquence qui est pour vous et pendant laquelle vous pouvez nous poser des questions, Poser des questions, sur l'aviation, à l'invité. Oui, mais voilà, bon, c'est aussi, ouvert, quand est-ce qu'on mange, par exemple, des questions comme ça, ou par exemple. où est-ce que j'ai mis mes clés de voiture, allez-y, hein. Questions Après, comme vous voulez. on se permettra de vous répondre comme on peut, Voilà. n'est-ce pas? Après, Bienvenue en tout cas à toutes et tous qui arrivent. Bonsoir Serge Beurier, voilà, il y a plein de monde qui arrive. Dark Babar, soyez les bienvenus, posez-vous tranquillement, relevez les tablettes et on est parti pour 1 heure d'émission. On va tout de suite déclencher la première séquence qui est l'actualité du terminal comme d'habitude. alors, que s'est-il passé donc? On enlève le G1000 et puis on lance l'actualité du terminal. Alors, l'actualité du terminal. On change de caméra, on est ici. Voilà, comme ça on se voit bien. Et on est parti. Donc, l'actualité du terminal ce soir. On va commencer, parce qu'on a quand même une communauté un petit peu high-tech ce soir. Donc, on va en parler un peu. Et on commence avec vers de nouveaux audits connectés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des lunettes connectées. C'est la première fois que ça se produit, hein, qui vont être utilisées en audit par l'OSAC, hein, qui est l'organisme de la sécurité aérienne et on va dire des sortes de contrôle technique. Hein. Maintenance, tout ça pour la maintenance, ouais. Alors, l'histoire de ces choses-là, ça s'est passé avec un inspecteur de l'OSAC qui devait faire un contrôle en fin 2022 suite à l'installation à Bangui en Centrafrique d'un centre de maintenance pour les avions. Donc ce centre s'est monté, ce centre d'ailleurs c'est un centre Part 145 qui doit entretenir les avions de Aviation Sans Frontières.
Donc ce centre a ouvert en février 2022 et comme on ouvre d'habitude, quand on ouvre d'habitude un centre, eh ben, on fait un contrôle. Enfin, c'est l'OSAC qui le fait. Savoir si c'est bien organisé. Exactement. S'il y a tous les outils, les faut, les ateliers, les lieux, la sécurisation. L'organisation du personnel. Voilà. Et il y a un inspecteur qui doit se déplacer et y aller. Sauf que instabilité un petit peu dans la région un peu dangereuse, ils ont dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc cette solution, c'est l'utilisation de ces lunettes connectées. Alors comment ça s'est passé? La direction des méthodes et des développements a mis en place ce système avec des lunettes RealWear HTM1Z1 que vous voyez sur l'écran, donc qui sont produites par société qui s'appelle APAV. Et elles avaient déjà été utilisées dans d'autres domaines, comme par exemple le contrôle des ouvrages d'art. Ils se sont dit pourquoi pas les réutiliser en les plaçant sur la tête et puis en demandant à une personne qui est sur place de faire certaines opérations. Et à distance, l'inspecteur avait un retour à l'écran qui lui permettait d'aller voir des endroits bien précis. Donc c'est ce qui s'est passé avec un retour à Paris et quelque part, le contrôleur de Paris téléguide la personne qui est là-bas en Centrafrique pour faire le contrôle et visiblement ça marche bien. Ils ont pu réaliser des captures d'écran, voire même des documents particuliers qui sont transmissibles sans aucun souci. Il y a des micros incorporés qui permettent d'établir des liaisons et de discuter. Et puis tout ça passe par une simple liaison téléphonique. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est-à-dire qu'avec ça je pourrais être chirurgien guidé par un médecin. Voilà, ça ne glisse pas la main par contre. Ça renvoie juste l'image. Mais ceci dit, ils n'ont plus réalisé le contrôle, et ils n'ont plus certifié en fait l'organisme. Et évidemment, l'OSAC et la DSAC, donc la direction de la sécurité aérienne, ont déjà l'accord de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour mettre ça en place. Donc on peut penser que dans certains cas, ces contrôles pourraient être effectués maintenant avec ces fameuses lunettes. D'accord. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir qu'une nouvelle technologie se met au service de la sécurité, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on va parler simulation. Donc finalement, ça évite de prendre l'avion pour aller vérifier des avions. Ouais, surtout sur les régions qui sont un petit peu chaudes. Donc les contrôleurs aériens ont aussi leur simu. On connaît tous la simulation aérienne en pilotage. Et bien là, les contrôleurs aériens ont un nouvel outil destiné à la formation des futurs contrôleurs aériens qu'il y a dans les aéroports. Vous voyez l'engin. Alors dites-vous que le paysage que vous voyez, ce sont des écrans. C'est pas une vraie tour de contrôle. On a l'impression que c'était des fenêtres. En fait, pas du tout. Ce sont des écrans. Et c'est une vision sur 360 degrés. Alors, ce truc-là, ça a été mis en place par la direction de la navigation aérienne. Voilà, j'allais dire ça, la Direction nationale de la navigation aérienne, donc les contrôleurs, qui vont déployer ce simulateur. Celui-ci vient de déployer à Bâle-Mulhouse. Et il simule deux types de contrôle, le contrôle dans la tour de contrôle, donc là où on voit les contrôleurs, et puis l'approche qui est une région un peu plus large. On a la possibilité de faire les deux sur ces systèmes. Donc la config, ce sont des écrans qui font 75 pouces, qui sont donc positionnés de manière verticale, et il y en a sur tout le tour, pour simuler une vision à 360 degrés autour de l'aéroport virtuel, évidemment. Il y a possibilité de faire du suivi même sur le terrain, de voir ce qui se passe au sol, en vol, autour. Pour diriger les avions sur les taxiways. Par exemple. Il y a possibilité aussi de switcher de terrain. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre les élèves en situation sur un terrain et dire bah tiens maintenant on va te positionner sur l'aéroport d'Orly et boum on charge l'environnement Orly et on les fait travailler sur cet environnement-là, par exemple. Vous êtes, alors il y a quelques questions qui arrivent. Mon petit PC, vous êtes basé où? Alors bon, nous on est sur Nîmes, mais je ne sais pas si c'était ça la question. Oui. Voilà. Ce serait super, un super setup pour faire du contrôle sur Ivao. Oui. Oui, tu m'étonnes. Ça coûte cher à mon avis. Pas d'écran sur Flight Radar, pourtant bien utilisé chez les Ops. Alors si, il y a possibilité dans le système de réimplanter des plots réels dans le système pour faire comme si. Déjà, là, il y a 11 écrans, donc il y en a autant derrière. On va dire que il y en a autant derrière, quoi, donc ça fait 22 écrans de 75 pouces. Ouais, ça doit consommer quand même. Il faut avoir des bitcoins. Ouais, puis il faut avoir des cartes graphiques pour faire tourner tout ça. Ouais. Donc c'est la société UFA, le constructeur, qui est une association allemande et américaine, qui a mis ça en place à partir de cahiers des charges liés à la formation initiale des contrôleurs.
Il va être développé dans plusieurs autres aéroports. Je pense par exemple à Roissy-Charles de Gaulle, qui devrait arriver très bientôt, Orly, Nice ou encore Bordeaux. Donc ces systèmes-là vont être mis en place, ils vont être un petit peu interconnectés pour partager un peu les plateformes. Et la formation des nouveaux contrôleurs sont assurées par les contrôleurs qui sont déjà en poste sur place. C'est une sorte de formation interne, mais avec des outils. Et l'avantage, c'est que ça va permettre aux futurs contrôleurs de simuler des situations d'urgence qu'ils ne peuvent pas avoir réellement. Quoi, hein. Voilà, ces systèmes existent déjà, hein, ce n'est pas une nouveauté, puisque la suite logicielle UEFA est déjà développée dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, sur DFS, hein, qui est l'organisme de contrôle aérien allemand, chez les Suisses avec SkyGuide, aux États-Unis, et c'est l'Air Force qui l'utilise, au Canada avec NAV Canada, en Israël, à Hong Kong. Donc tout ça, c'est déjà mis en place. Et cette suite logicielle va être compatible avec les systèmes actuels, les systèmes de vrais contrôles actuels. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Et va être aussi compatible avec des nouveaux outils qui vont arriver, comme par exemple la reconnaissance vocale, ou encore la réalité virtuelle. On va pouvoir encore plus s'immerger dans ces outils-là. Ça va permettre de tester en temps réel des procédures d'urgence, des situations, de durcir la météo, de mettre de la pluie, de modifier les visibilités, ou encore faire des tests de des scénarios, roulage, déclencher des pompiers. Sans porter la poisse, mais faire des scénarios catastrophes, hein, parce que quand tu as un avion en l'air qui a des soucis, le contrôleur il doit bien gérer. Hein, c'est ça. C'est pas évident. Alors donc j'en profite aussi pour dire à ceux qui sont pilotes là, parmi nous, n'hésitez pas, quand vous êtes sur un terrain contrôlé, à demander à visiter la tour. Oui. Alors ne faites pas ça pendant les heures de pointe, mais voilà, si les contrôleurs sont sympas, ils sont très souvent sympas. Ouais. Vous atterrissez, est-ce que c'est possible de venir faire un tour à la tour? Ouais. Et puis, oui. À la radio, il faut le demander un petit peu. Il faut le demander à la radio. Si vous quand vous êtes sur le parking, vous avez un petit quart d'heure à... Alors, je m'adresse aux aéroclubs parce que pour les jeunes élèves, ça peut être très intéressant. Moi, je l'ai fait à Vatry. Une fois, je m'étais posé à Vatry. Alors, ce que j'allais dire, le faites pas forcément sur des aéroports type, des gros trucs type Orly, parce que là, ça va être chaud. Après, et sur des aéroports de taille moyenne, ça peut passer. Voilà. N'hésitez pas à poser la question, là ça où peut être bien. Il y a beaucoup de trafic. Bon, à Montpellier, je pense pas que ça... Il y a beaucoup de trafic. Par contre, à Nîmes, oui, il y a des temps morts à Nîmes de temps en temps. Je me souviens, il y a eu quelques temps morts où il y avait possibilité de monter à la tour. Hein. Je me souviens aussi à Merville, dans le Nord. Ça arrête et puis on demande. Hein. N'hésitez pas. Ou même avec des agents office. Oui, aussi, ouais. C'est intéressant. Oui. Voilà. À Valence, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Ok, on enchaîne avec le dernier sujet. On va parler un peu d'histoire avec toi, Nico. Nico. Oui. Le 15 février 1923. Alors, le 15 février 1923. Alors, oui, donc j'ai quelques notes que tu m'as faites et puis que j'ai faites aussi. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 1923? Donc, on va parler de ce monsieur. Alors, qui c'est ce monsieur? C'est Joseph Sadi Lecointe. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains de vous. Moi, j'ai déjà vu des noms de rues, des noms d'écoles, tout ça, Sadi Lecointe. Voilà. Alors, qui c'est ce monsieur? C'est un aviateur qui a eu son brevet en 1911, brevet numéro 431. Et en fait, c'est un Français qui a battu énormément de records du monde. Des records d'altitude et des records de vitesse. Et donc, on va parler de ce record de vitesse le 15 février 1923. Alors, en altitude, sur un spa d'Herbemont, il avait, par exemple, battu le record à 8155 mètres, deux fois le Mont Blanc, presque. Plutôt pas mal. Et après, il avait battu le 30 octobre 1923. Il faut rappeler aussi l'époque. Les années 20... 1923, les avions... c'était pas les mêmes. La guerre, elle est finie que depuis 3 ans. Bon, c'est vrai que ça avait fait un bond technologique pendant la guerre, mais bon. Et donc, il a été monté à 11 145 mètres d'altitude. Ouais. Alors, il est connu aussi pour avoir gagné des coupes. Les coupes Dutch de la Meurthe et les coupes Gordon Bennett aux États-Unis. Alors, les records du monde qu'il a aussi effectué, 8 records de vitesse. Donc, le 7 février 1920, 275 km/h. Alors, ça vous paraît pas extraordinaire, mais... Encore une fois, il faut replacer ça dans l'époque. Voilà, 1920. 296, 313 km/h le 12 décembre. Et le 15 février 1923, donc exactement il y a 100 ans,
Il a volé à la vitesse de 375 km/h. Ok. Voilà, donc il a battu le record du monde. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur? Alors, donc il avait eu son brevet en 1911, donc il a fait la guerre 14-18, d'accord. Et en fait, c'était le premier avion français à avoir été touché par l'ennemi. Ok. Le 7 août 1914, donc 4 jours après la déclaration de guerre. Oui, pas de chance. Donc voilà, sur Blériot, parce qu'à l'époque c'était ça, au début de la guerre, c'était des Blériot, hein, c'était bois étoile. Et donc c'est le premier avion français qui s'est fait toucher. Donc après il est devenu instructeur, il a formé beaucoup de pilotes, hein, beaucoup d'as, hein, comme Coiffard par exemple. Et puis voilà, Deuxième Guerre mondiale, bah, il était dans la résistance en fait. Ouais. Voilà, il faisait partie du groupe avec Jean Moulin. Et puis bah, malheureusement pour beaucoup de gens à cette époque-là, bah, il s'est fait arrêter en juillet 1944 et puis il a été libéré, mais suite au mauvais traitement qu'il avait reçu en prison par les Allemands, bah, il est mort quelques jours après sa sortie de prison, quoi, en 1944. Ok. Voilà. Bah voilà, donc c'est un héros de la résistance, c'est pour ça que vous en avez certainement entendu parler pour ça en fait. D'accord. Mais c'était un très grand aviateur, donc voilà, donc les pour 100 les records ans de vitesse, son record de vitesse. Voilà. C'est beau à dire. Alors, quelques petites réactions dans le chat. Quelle est la source de cette information concernant les contrôleurs? Elle est un peu générale, hein, parce que je crois qu'on en parle sur plusieurs sites spécialisés, MLN 208, donc tu peux chercher un petit peu à droite à gauche et tu vas la retrouver. Hein, c'est sorti il y a quelques jours, donc voilà. Il y a quelques reportages là-dessus. Quelqu'un de sa famille a créé un musée dans la Somme en sa mémoire. D'accord. Voilà. Ah bah tiens, je ne savais pas. Merci Paolo. Et salut puis, Fred, salut qui Paolo. vient d'arriver. Et puis Fred aussi. Voilà. Bah voilà. Ok, bon bah écoutez les amis, voilà, on vient de terminer la petite rubrique actualité du terminal. Et ben on va retrouver notre invité sans plus attendre. Allez. On embarque avec Fred qui est avec nous ce soir, qu'on va retrouver tout de suite en visio. Donc, bah, c'est la rubrique embarquement avec Frédéric Courant qui est avec nous. Et donc, on va switcher, hop, avec Fred, qui devrait apparaître, si tout va bien. Alors, hop, il est là. Alors, nous, on le voit, mais par contre, pourquoi ça n'apparaît pas? On va vous voir, hein. Bougez pas, on va régler le petit problème. Vous le voyez ou pas? Non. On a perdu Nico. Non, Nico, il est là. On va trouver Fred. Je ne sais pas, par contre, pourquoi. Hop. Pourquoi on ne voit pas Fred? Ça fonctionne. Bon, on entend Fred. On entend Fred. Fred, tu nous entends? Bah, je vous entends bien, ma caméra est allumée. Ouais, alors hop. Je me vois dans la petite... Voilà, c'est bon. Il est là. C'est bon. Bonjour. Le problème est réglé. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Bienvenue dans la zone aéro. Merci à toi. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir et je crois que le chat est particulièrement content de te retrouver. Il y a beaucoup de fans. Ouais, il y a beaucoup de fans dans le chat. Déjà nous, mais dans le chat, il y a beaucoup de fans. Ouais. Effectivement. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Thomas qui est arrivé avec, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui viennent de chez Thomas qui sont là. Ah oui, peux-tu augmenter un petit peu le son? Oui, bien sûr. Voilà, là, ça devrait fonctionner. Hello Fred, quel plaisir. Voilà, il y a tout un tas de choses là dans le chat. Le son de Fred a un petit souci. Non, normalement, on doit l'entendre. Vous avez... Bah, on va faire un petit essai son. Est-ce que vous m'entendez? Super, j'ai du retard. Est-ce que vous entendez bien, les amis, dans le chat? 5 sur 5. 5 sur 5. Bah, voilà. Ah, bah, voilà. Donc bah, ça parfait. marche parfaitement. Super. Oui, donc je remercie Thomas de Inforea qui a une chaîne assez sympa lui aussi, hein, qui fonctionne sur le principe de la réparation de matériel et récupère du matériel informatique. C'est même lui qui nous a donné notre tour de streaming. Donc merci à lui Ah, oui, oui. déjà pour ça, pour le raid. Et en plus, il prend le matériel, il le répare. Et quand il est réparé sur Twitch, il le donne aux associations, aux écoles. C'est bien. Donc c'est plutôt sympa. C'est du bon bonne recyclage. initiative, Donc ouais. merci Thomas pour tout ce que tu fais. On attaque? Bah oui. Eh ben on va faire une Monsieur petite Fred est là, présentation. On va faire une petite présentation. Donc Ah, la oui. tradition dans la zone aéro, on enlève notre caméra. Et Fred, bah, tu as 1 minute pour présenter Fred Courant par Fred Courant. Waouh, 1 minute, c'est beaucoup trop.
On va essayer de faire avec. Il y a une belle carrière dessus. Il y en a peut-être un certain nombre qui nous ont et qui m'ont découvert dans d'autres périodes, peut-être quand ils rentraient de l'école pour regarder C'est pas sorcier. Donc Voilà. moi je suis journaliste. Je suis devenu journaliste scientifique. En fait, au départ, je suis journaliste. Je suis pas scientifique, pas plus que mon camarade Jamy d'ailleurs. Et on est devenu, malgré nous, journaliste scientifique. Voilà, on a fait C'est pas sorcier pendant 20 ans. Ça a été, de mémoire, 560 émissions. Après, ça s'est arrêté, ça a duré 20 ans. Je vous le disais, ça s'est arrêté en 2013-2014. Et derrière, on a monté avec une partie de l'équipe de C'est pas sorcier un site qui s'appelle L'Esprit Sorcier, une chaîne YouTube. Et là, on a lancé il y a un peu plus d'un mois une chaîne sur Orange Free et Bouygues qui s'appelle L'Esprit Sorcier TV, qui va se développer gentiment, où on aborde tous les sujets qu'on aime bien, c'est-à-dire la science en général et l'aéronautique en particulier. Voilà, très bien. Ah bah ça nous intéresse beaucoup. Ça reste toujours il y a toujours un petit côté science au niveau de l'aéronautique. Hein. C'est vrai que ça reste Tout le temps, magique. bah Il y a oui. toujours le côté magique de l'aviation qui fait que ça reste toujours dans la partie science en fait. Eh ouais. Pour la voiture, on ne dit pas ça par exemple. Si, il y a des chaînes qui passent beaucoup de temps à faire des programmes voiture aussi. Hein. Ouais. Oui, après, il y a toute l'étude aérodynamique. Bon, en tout cas, c'est vrai que tout ce qui est aéronautique et spatial, c'est un terrain de jeu super hein, pour des journalistes parce qu'il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses que les gens ignorent. Tout le monde prend l'avion, ou au moins l'avion de ligne une fois de temps en temps, mais il y a plein d'histoires extraordinaires à raconter. Et nous, la chance qu'on a en fait en faisant ça, c'est pour ça qu'on est des vénards en fait, c'est qu'on a la possibilité de rentrer dans les coulisses. Oui. Donc d'aller voler, d'aller dans les cockpits. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller dans le cockpit d'un avion. Donc voilà, c'est une vraie chance. Et puis côté émotion forte, c'est souvent assez garanti quoi. Ouais. Surtout sur. Oui, Alors, je parle moins des avions de ligne, mais oui, bien sûr, oui. Avions de chasse, voltige, etc. Là c'est super. Ouais. Vous avez fait tout le tour de l'aéronautique en fait, avion de chasse, avion de ligne, niveau avion, après vous avez fait quoi aussi? Ouais, en avion, j'ai essayé de compter sur les 560 émissions, on a souvent, alors parfois alors, à l'époque où en plus il n'y avait pas de drone qui était utilisé, moi j'utilisais très souvent, alors c'est pas bien pour le bilan carbone, je sais, mais on utilisait très souvent l'hélico pour toutes sortes d'émissions, hein, parce que l'hélico c'est quand même un engin extraordinaire pour pouvoir faire des prises de vue. Et sinon, sur les émissions où on était vraiment branché sur des thèmes aéronautiques, moi j'ai fait l'avion de chasse, j'ai fait donc Alpha Jet, Mirage 2000, j'ai fait du vol 0G, ça c'était sur Airbus A300. J'ai volé avec la patrouille de France, j'ai volé avec l'équipe de France aussi de l'armée de voltige. Extraordinaire. Oui, qu'on a eu d'ailleurs, on en avait parlé. Je crois que la patrouille les appelle les danseuses, ils sont sur le même. Ouais. Il y a un petit jeu entre eux comme ça. Avec notre ami Popov. Ouais, j'ai volé. Alors là, on a volé, c'était plus du Transal. On ouvrait l'arrière du Transal, ça fait un magnifique tremplin pour sauter en parachute. Ça, c'est pas mal, mais c'était avec les commandos marines. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai volé pas mal avec la LAT aussi, en hélico. On a des bons souvenirs là-dessus. Enfin voilà, quoi. C'était bien. De beaux souvenirs. Et donc, du coup, maintenant, dans le même esprit, vous continuez donc sur la chaîne, sur la science. L'Esprit Sorcier. Et d'ailleurs, merci Gordon qui vient de mettre tous les liens là. l'espritsorcier.org. Eh ben voilà, Esprit Sorcier. Alors, je disais tout à l'heure que cette chaîne, je fais un petit peu la promo au passage, vous m'en voulez pas. Non, cette chaîne, on l'a ouverte il n'y a pas longtemps, c'est sur ceux qui ont une box free, c'est sur le canal 111, ceux qui ont Bouygues, c'est le canal 122, et ceux qui ont, Orange 111, free, c'est 220, et Bouygues, c'est 122. Et on peut, parce que nous, on a toujours été des adeptes de la diffusion gratuite de la connaissance,
On voulait être dans les bouquets gratuits, donc c'est accessible gratuitement. Et en plus, quand vous allez sur notre site, l'espritsorcier.org, vous pouvez voir le programme pour le moment en linéaire. Il n'y a pas les replays. C'est juste les petits problèmes techniques qu'on est en train de régler, mais vous pouvez voir la chaîne en linéaire et voilà, ça s'appelle l'Esprit Sorcier parce qu'on essaye de faire perdurer l'esprit de C'est pas sorcier, c'est-à-dire partager toutes ces choses extraordinaires à découvrir dans tous les domaines de la science avec le plus grand nombre. Voilà. Ouais. Et Alors, d'ailleurs, moi, je vais- alors attends, juste une minute, on va regarder parce qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat où on nous dit merci pour ces moments, merci pour la culture, merci à toute l'équipe de C'est pas sorcier. Il y a des gens qui nous disent on a beaucoup appris avec vous, vous nous avez aidés pour réviser nos contrôles au collège pour certains. Mon grand-père m'enregistrait tous les C'est pas sorcier, il y avait plusieurs dizaines de VHS que je ne pouvais pas regarder. Pour qu'on les découvre ensemble. Ah bah voilà, ça c'est des belles anecdotes. Voilà, il y a plein de choses. On les enregistrait sur le décodeur jusqu'à remplir l'espace dispo. Ah, tu pourrais lancer un petit sondage, parce que moi, pour être sincère, c'est une émission qui me manque beaucoup, hein, parce que je le trouvais très intéressante. Je lance un petit appel s'il y a des enseignants parmi les personnes qui regardent ce soir. Faites gaffe quand même, parce que moi je rencontre, on continue à faire notre travail, donc on circule beaucoup. Moi je rencontre des gens un peu partout, quoi, dans les gares, dans les aéroports aussi, ou au supermarché, et je rencontre des enfants, alors les parents avec leurs enfants qui ont 6-7 ans, qui connaissent l'émission parce qu'ils la regardent ou sur YouTube ou parce que les parents ont la collection. Et souvent, je leur demande, mais où est-ce que vous... Alors, où ils ont la collection à la maison? Où c'est? On la regarde à l'école tout le temps et tout. Ouais. Alors, je dis aux enseignants, faites gaffe à un truc quand même, la science, ça évolue. Et il y a des choses qui sont peut-être plus tout à fait exactes dans ce qu'ils diffusent. Ça va vite, hein, ça va vite. Faut juste faire attention à ça. On ne voudrait pas devenir des diffuseurs de fake news malgré nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que la science évolue quotidiennement. Elle évolue très vite, surtout actuellement. Les technologies, tout évolue très très vite. Donc voilà, mais enfin, on est très content aussi que ça continue à être utile. Voilà. Fapom, le papa de ma compagne, ne ratait pas une seule émission en Italie. Fierté nationale. Pour dire. Quel CV aéronautique, ça fait rêver. Voilà, donc voilà, il y a des connaisseurs. Hein. C'est vrai, vous avez piloté vous êtes monté dans beaucoup plus de types d'avions que beaucoup de pilotes parmi nous, quoi. C'est ça qui est assez incroyable même. Je me souviens quand j'avais la chance de voler sur des avions de chasse, je discutais forcément avec les mécanos de ces avions. Et j'avais un peu honte parce qu'ils me disaient moi, j'ai jamais volé dessus, quoi. Alors qu'ils travaillaient sur ces avions, ils les entretenaient, ils les connaissaient sur le bout des doigts. Et moi, j'avais la chance de... C'est pour ça que je passe un petit appel aussi. Enfin, pour moi, le journalisme, c'est quand même un journalisme de terrain. C'est plus sympa que le journalisme de studio. Mais j'envoie un petit message aussi à tous les jeunes qui peuvent regarder et qui aimeraient faire ce métier. C'est le côté sympa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça nous donne la chance de rentrer dans les coulisses, de rencontrer des gens passionnants qui nous font découvrir. On est aux premières loges, quoi, pour découvrir ça. Donc ça, c'est une vraie chance, quoi. Et en fait, journaliste de terrain, en fait, il n'y aura pas de fake finalement, il n'y aura pas d'invention, puisque le journaliste, il est sur le terrain, il est en contact avec les vraies personnes, donc... Ouais, il est forcément en contact avec les vraies personnes. C'est là que tu ressens les choses, c'est là que tu ressens les émotions, c'est là que tu vois les gens travailler. Bien souvent, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'aéronautique, mais je suis parti sur quelques terrains, des fois un petit peu compliqués, de conflits, de guerres ou des choses comme ça. Quand on le regarde depuis ici, forcément, moi, ma mère était toujours inquiète, mon père aussi, d'ailleurs, en disant « Mais tu vas là-bas, ça va pas, etc. » et tout. Et en fait, faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Ce sont des terrains, t'es moins tranquille que quand tu... Mais finalement, quand tu es sur le terrain, tu vois les choses différemment, tu t'organises différemment. C'est un peu comme quand tu prépares un vol, hein. Quand tu pilotes, je suppose, tu fais pas n'importe quoi, tu regardes la météo, tu regardes l'état de ton avion, tu fais tout ça. Quand tu vas faire du journalisme de terrain, tu fais attention aussi à toutes ces choses-là. Ça se prépare et c'est le côté qui est super sympa dans le métier. D'ailleurs, c'est que tu vas pas faire n'importe quoi, tu prépares les choses. Ouais. Alors justement, dans le cadre des émissions, par exemple, C'est pas sorcier, comment est-ce que tu mettais ça en place peut-être avec les pilotes en amont ou comment ça se passait? Il y avait l'équipe de production qui partait avant le tournage et qui s'arrangeait sur les plans à avoir. Comment c'était architecturé? Ah ouais, c'est une émission où il y a énormément de choses qui se passaient en préparation. Pour faire une émission de 26 minutes comme celle que vous avez pu voir, en moyenne, une émission, c'était 2 mois de boulot.
Et une grande partie du travail, c'était la préparation. Il y avait toujours un journaliste, un réalisateur en préparation, et Jamie et moi, toujours derrière. De toute façon, nous, on préparait aussi, on participait. On ne pouvait pas tout préparer parce qu'il y en avait trop à faire. On en faisait 40 par an parfois, 30, entre 30 et 40. Mais donc, on avait super équipes autour de nous. Mais nous, on écrivait aussi les émissions. On avait besoin de comprendre parce que des fois, sur les sujets, on était totalement ignare du sujet. Donc, on avait besoin de passer beaucoup de temps en préparation pour pouvoir raconter ensuite l'histoire en sachant de quoi on parlait. Donc, c'est vrai que tout ce qui est aviation, ça nécessite en réalisation un petit peu plus de préparation parce que tu viens pas mettre des caméras comme ça sur un hélico ou un avion. C'est plus dangereux que sur une auto-tamponneuse. Donc, faut faire un petit peu attention. C'est beaucoup de préparation. Moi, j'ai adoré, et j'aimerais continuer d'ailleurs, j'ai adoré voler avec l'armée de l'air, avec les pilotes de l'armée de l'air, parce que c'était toujours d'une grande précision la préparation. Donc, il y avait, pour répondre à ta question, une équipe qui partait un peu avant, repérée, on revenait, on continuait à bosser, on s'est dit, bah ouais, on a vu, on peut faire ça, on peut faire telle prise de vue, tu peux être dans un Alpha Jet, être suivi par 2 autres Alpha Jet, parce qu'un Alpha Jet qui fait un break tout seul, en fait, ça ne te donne rien à l'image, tu n'as pas de référence. Par contre, un Alpha Jet qui fait un break et les 2 autres Alpha Jet qui vont tout droit, là, tu as une belle prise de vue. Et tout ça, ça se prépare. C'est comme on les voit se préparer à la patrouille de France. Les gars, ils sont concentrés, ils répètent, ils révisent tous les mouvements. On fait tout ça ensemble. Et ça, c'est vachement intéressant. Et après, moi, je suis un peu livré à moi-même quand je suis dans un Alpha Jet ou dans un Mirage 2000 parce qu'il y a le pilote qui est devant. Et moi, je suis derrière, je me débrouille tout seul avec la caméra, avec mes textes que j'ai à faire. Des fois, ça secoue dur quand même. Et en même temps, je dois garder un œil sur ce que peut donner l'image. Donc, il m'arrivait des fois de dire, ça m'a étonné, au pilote, on ne peut pas la refaire avec les avions un petit peu plus proches. Et allez, j'en sais rien, mais pour moi, c'était en l'espace de 30 secondes. D'un seul coup, tu as les 2 autres avions qui arrivaient derrière et que tu voyais complètement collés. Et là, tu te dis, waouh, quel boulot incroyable, quoi. Quelle précision ils ont. Et c'est génial, c'est épatant. Enfin, voilà. C'est très intéressant. Est-ce que tu as eu le temps d'apprécier en fait ces vols-là? Parce que, comme tu viens de dire, en tête, tu avais les images, tu avais le texte, tu avais le scénario de l'émission en fait aussi. Est-ce que tu arrivais à apprécier en fait les vols? Ouais. Au contraire, ça t'enlève peut-être un peu du stress parce que je pense que si tu montes derrière un pilote dans un avion de chasse et tu te dis bon alors c'est parti maintenant et tout, tu dois penser qu'aux trucs qui font peur. Moi j'avais tellement de choses à faire dedans. De toute façon, les sensations, tu peux pas ne pas les ressentir. Tu es obligé de les ressentir. Tu te prends des jets, voilà. Non seulement tu te prends des jets, mais tu ressens aussi des choses extraordinaires. Quand tu grimpes comme ça avec un Mirage 2000 en accélération dans les nuages, que tu ressors des nuages et tout, tu es réellement dans un jeu vidéo, mais tu es dans le réel. Donc tout ça, tu le ressens. Mais en même temps, comme j'avais des choses à faire, c'est-à-dire qu'à des moments bien précis, j'avais des textes que je devais faire. J'ai pas de prompteur. Dans ces moments-là, j'ai juste une caméra devant moi. Que des fois, ça tire un peu sur le larynx parce que tu viens de faire quelques boucles. Donc, tu es tellement concentré à tout ce que tu as à faire. Ouais, j'ai vraiment pris en plus un réel plaisir. Et en même temps, c'était un moment très complémentaire et tu sens quand tu es en vol là-haut des moments de complicité avec les pilotes avec qui tu bosses parce qu'on est en liaison et tout le monde est concentré sur ce qu'on a à faire. Dans quel but? De ramener les meilleures images et de faire les meilleures prises. Et donc, c'est un travail qui est super intéressant. À la fois, tu bosses et en même temps, tu profites quand même, tu profites des choses. Ouais. Alors, c'était quoi? Il y a quelques réactions, ça fait rêver évidemment. Il y a une question très intéressante de Free Flight qui dit as-tu eu peur une fois lors d'un vol? Ah ouais, mais pas par exemple dans un avion de chasse. Je pense que la première fois où j'ai volé sur un Alpha Jet, c'était à Tours avec les instructeurs de Tours. Là, je crois qu'ils se sont dit, le petit journaliste de service, là, on va le bastonner un peu. Ah oui, d'accord. Donc, ils m'ont pas raté. Mais j'ai pas eu peur. Mais par contre, on a fait 2 heures de vol. Je suis redescendu. J'étais bien KO. Mais j'ai eu des peurs qui n'étaient pas liées. J'ai 2-3 anecdotes où
qui était davantage lié au fait qu'on vienne injecter une caméra à un moment où le pilote a besoin de se concentrer, et pour nous faire plaisir, il va essayer de faire quelque chose, et là, en hélicoptère en particulier. Je me souviens, on volait à Pau de nuit sur un Puma à l'époque, qui existait encore, je crois qu'il ne vole plus, et on faisait une séquence dans l'émission sur les hélicoptères. Il y a une séquence qu'on fait sur le vol nocturne où on est toute lumière éteinte, évidemment, puisque c'était de la préparation de vol de commando. Donc, on ne doit pas pouvoir voir de l'extérieur l'hélico. Donc, tout est éteint. Le tableau de bord est éteint aussi. Et nous, on a des lunettes de vision nocturne qui amplifient. Oui. Et à un moment donné, moi, je suis entre les deux pilotes. Et je leur dis, ce serait bien si on pouvait, avec la caméra derrière, suivre une ligne, peut-être une route, et voir, parce que j'étais allé derrière rejoindre mon caméraman pour voir si le dispositif de vision nocturne, si on le mettait devant la caméra, si ça donnait quelque chose à la caméra. Et là, on regarde dans l'œil de la caméra, et c'était génial parce qu'il y avait une toute petite route, et il y avait des petits réverbères. C'était presque une route de campagne. S'il y a trop de lumière, c'est éblouissant. Et donc, ça marche. Et je demande au pilote, c'était un gars qui avait 6000 heures de vol, donc c'est pas un débutant. Et je lui dis, est-ce qu'on peut continuer comme ça parce que ça marche et tout. Il me dit, ouais, pas de problème, on y va. Enfin, tout ça avec des casques, bien sûr, parce qu'on s'entend pas. Il y a la porte arrière qui est ouverte. Enfin, voilà. Et on y va. Et il m'en voudra pas si je raconte l'anecdote, mais je pense que c'est nous qui sommes venus. J'étais avec l'armée, donc des gens qui sont hyper rigoureux. Et en fait, il est sorti de la zone de vol, d'entraînement des hélicos, et on est rentré dans la zone d'entraînement des Transals qui étaient eux-mêmes en vol nocturne, tout feu éteint. Ah oui. Et il y a un Transal qui est arrivé, mais vraiment par le côté, et qui nous a soufflé. Et là, immédiatement, parce que moi, j'avais aussi la tour, enfin, j'étais branché avec les pilotes et tout, on a été rappelé à l'aéroport, vite fait, à l'aérodrome, mais c'était très, très chaud. Ouais. Et je pense que bien souvent, et moi, j'en ai souvent discuté avec des journalistes ou avec des caméramans que j'ai rencontrés dans le boulot, je leur ai toujours dit, faites gaffe quand vous bossez en hélico, parce qu'on va perturber. En montagne, ça nous est arrivé, on est en hélico, on suit une paroi rocheuse, c'est vachement beau, tu montes le long de l'aiguille du Midi, c'est extraordinaire, et tu vas dire, tu veux pas te rapprocher encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et je pense que tous les pilotes sont des grands professionnels, mais à un moment donné, on peut venir les perturber, faire des choses, leur en demander trop, et rentrer dans une zone de risque qui n'était pas nécessaire, en fait, où tout le monde est là pour se faire plaisir en même temps. Pour dire on va ramener la plus belle image et tout. Et non, faut faire gaffe. Et moi, j'étais très très vigilant là-dessus. Et je disais au caméraman, c'est comme quand tu te poses avec un hélico sur une pente ou dans la neige, etc. Et tout. Il y a des procédures à respecter qui sont indispensables. J'en ai vu qui sortaient de l'hélico et qui mettaient les mains en l'air parce qu'ils étaient contents d'arriver. Je veux dire, faut et ça se prépare. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des tournages qui nécessitent une préparation et une concentration. On ne fait pas n'importe quoi, parce que sinon, l'accident, il peut arriver très vite. Puis le respect de ce qui est effectivement, de ce qui a été décidé, en fait. Moi, je disais toujours au pilote, c'est toi le patron. Même si le caméraman ou moi, on te dit tu peux t'approcher et tout, tu n'es pas là pour nous faire plaisir, c'est toi le patron. Parce que nous, on ne connaît pas ton métier. Et on va toujours t'en demander un peu plus pour avoir la meilleure prise de vue. Et ça, c'est important à fixer dès le départ. Surtout qu'en plus, à l'époque, ce n'était pas non plus les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, je suppose. En termes de caméras embarquées aujourd'hui, on parle de GoPro. À l'époque, les matériels étaient plus lourds, c'était plus volumineux, ça nécessitait plus d'installation. Alors où tu as les fameuses boules Westcam qui s'installent en dessous, que tu as, mais là, il faut des gros moyens de production. Sinon, tu prends ton meilleur pote caméraman qui est acrobate et tout, et qui monte sur le patin de l'hélico. Ah oui. Le générique du camion. Vous voyez qu'on a tourné dans l'Aubrac, en fait, où on voulait un paysage vraiment désertique, sans rien et tout. Nous, à cette époque-là, en 1992, désolé, mais c'est un super caméraman.
qui est sur le patin de l'hélico, qui fait le suivi et on reprend le plan très très souvent. Aujourd'hui, avec un drone, ce plan-là, allez, en 1 heure maximum, il est en boîte, quoi. Ah ouais. Même en 1 demi-heure, il est en boîte. Ouais, c'est ça. Donc Alors, oui, et puis c'était des caméras beaucoup plus lourdes. Ah oui, c'était Betacam là sur l'épaule. Bien sûr. Ouais, ouais. ouais, c'est des trucs qui Bien étaient- sûr. En fait, vous étiez deux à profiter des vols, quoi, le caméraman et vous. Ouais, ou des fois tout seul et avec ce qu'on appelait des. Bah maintenant c'est simple, hein, ces petites Oui. caméras, on appelait ça des paluches à l'époque. D'accord. Et ouais, bah oui, forcément, c'est en équipe plutôt réduite parce que tu n'as jamais beaucoup de place. Hein. Même dans le cockpit d'un 777, bah, on n'était que 2 en fait, derrière le pilote, le copilote. Ouais, je me souviens d'une émission où vous étiez parti dans le cockpit, c'était en Martinique, je crois, et puis je sais plus. Ah ouais. Martinique. Ça, c'était assez drôle, mais je pense que ça se ferait plus maintenant. Parce qu'on a vu aussi la différence. Évidemment, il y a eu le problème des attentats, il y a eu tout ça. Donc, Ouais. les portes sont extrêmement fermées. Et c'est normal. Mais nous, à l'époque, on pouvait. Alors, il y avait toute la sécurité et tout. Mais on n'avait pas besoin. Des fois, un pilote disait: ah, il y a l'équipe, bah, va chercher l'équipe de C'est pas sorcier, on va les mettre dans le cockpit, etc. Et tout. Il n'y avait pas autant de procédures et tout. Et je me souviens, alors là, c'était une émission. On allait en Martinique pour faire une émission sur la plongée sous-marine. On profitait de tout ça. Hein. On essayait de ne pas faire trop de gaspillage. Donc, on allait là-bas en avion. On s'est dit: on va faire une émission sur le 747. Ah, C'est D'accord. la première, 747. Et j'étais avec un pilote et on était en vol de croisière à un moment donné. Et il y a des séquences où on dit: bon alors, comment ça se pilote un 747 comment tu fais et tout. Et il me passe, il me met à sa place. Je prends le manche et il me montre. Et c'est parti habituellement, quand on est en vol de croisière, l'avion, il va tout droit et on fait pas ça, quoi. Ouais. Et là, pour aller d'un côté sur l'autre, on était au-dessus de l'Atlantique et on donnait des coups de manche comme ça sur le 747. On partait comme ça. Au bout d'un moment, il me dit: bon, on va peut-être arrêter parce qu'ils se demandent tous derrière ce qui se passe quand même. donc tu es en train de nous dire que ton premier vol, enfin en tant que pilote, tu l'as fait sur 747? Bon, je sais plus, non, peut-être sur un petit avion, mais ouais, Ah. on avait passé le manche, oui. C'est Bon, vrai enfin, qu'il vous faut être savez jaloux bien. là dans le chat. Hein. Mais non, mais vous savez très bien, il y a un copilote à côté. C'est pas moi qui pilote. Enfin, oui, je pouvais le manœuvrer, mais les conditions de sécurité étaient là, quoi. Ouais, d'accord. Et Il y a ce une genre de- question ouais. là, qui vient d'arriver de Durden qui nous dit c'est quoi les sensations les plus folles, je pense que tu as rencontré. Est-ce que c'est le vol en jet ou c'est le fameux 0G quand on parlait tout à l'heure? Bah, c'est complètement l'opposé, justement. Parce que je crois je sais plus si c'est sur Mirage ou sur. J'ai dû me faire un 7,5 ou pas loin de 8 en G. Ah ouais. Et par contre, sur un vol 0G, par définition, comme son nom l'indique, tu es en impesanteur. Donc, tu ressens des jets au moment de la ressource. Hein, bon, je pense que vous savez tous comment ça se passe, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une parabole qu'on fait comme ça. Hop, et on redescend, et c'est pendant la descente qu'on est en impesanteur dans l'avion. Et quand on prend la ressource, quand on arrive comme ça et quand on remonte, là, on prend des jets, forcément. Ça, c'est vraiment le moment où il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger la tête, il ne faut rien faire. Sinon, il y en a beaucoup qui sont malades à bord à cause de ça. Mais d'un seul coup, quand tu es projeté comme un caillou comme ça et que tu es en impesanteur, ben là, tu pèses plus rien. Et ça, c'est vraiment une sensation qui est surprenante. Peut-être qu'on l'a tous vécu quand on est enfant ou quand on est parent d'enfant et qu'on s'amuse sur une balançoire, une fraction de seconde, quand on se jette en haut de la balançoire, et une fraction de seconde, on ne jette plus rien. Ou pour ceux qui n'ont pas eu de chance, quand un ascenseur descend un peu trop vite. Non, ou un trou d'air dans un avion, par exemple, dans un grand porteur. Mais ça dure une fraction de seconde. Alors que là, ça dure 30 secondes. Hein. Ouais. Et t'es en apesanteur pendant 30 secondes. Et il y a un truc, moi je l'avais vu en image, mais que je ne pouvais pas imaginer, c'est qu'il y a un gars qui te pousse, où toi tu t'appuies sur la paroi de l'avion et tu pars. Tu traverses l'avion comme ça, quoi. Et tu pèses jamais rien. Ou alors tu te mets comme ça avec tes jambes et quelqu'un te prend et te fait tourner et tu tournes. Et tu n'arrêtes pas de tourner. Et ça, c'est une sensation, je dirais, qui est assez agréable, mais qui est surprenante. Et je pense à la rigueur, on pourrait la ressentir un peu quand on fait de la plongée, quand on s'amuse comme ça. Mais malgré tout, quand tu es en plongée, tu sens le fluide autour de toi qui est quand même beaucoup plus dense.
Donc, c'est des sensations qui sont totalement à l'opposé, quoi. Ouais, il n'y en a pas une plus que l'autre, en fait. Hein. Non, 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 non. Mais c'est moins souffrant d'être en 0G que de se prendre 8G. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Au bout d'un moment, 8G, je comprends, t'es fatigué. Hein. Après, j'ai vu qu'il y avait des vols un peu plus calmes quand même, en planeur ou en ballon. Ouais. Et là, il y a Joe Brabble qui dit que Fred est un gars qui peut dire « J'ai fait du vol 0G lorsque Thomas Pesquet était en CM2 ». Ouais, mais Thomas Pesquet, je sais que maintenant, il pilote. Hein, il pilote oui. je pense que c'est toujours l'Airbus A300. C'est l'A300 qui sert de 0G. Je sais qu'une fois de temps en temps, Thomas doit le piloter. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer. Moi, le jour où je faisais du 0G, j'étais avec un caméraman qui lui aussi était en apesanteur avec moi, donc c'était un petit peu le bordel, excusez-moi de le dire, parce que chacun se barrait dans son sens. Donc on avait 2 instructeurs qui nous maintenaient quand même pour réussir à faire les plans, et on a dû faire 33 paraboles, et au bout d'un moment, on a tout fait, et on m'a dit, va faire un tour dans le cockpit, ça vaut le coup. Et dans le cockpit, c'était un pilote, alors c'était pas Thomas, c'était un pilote, les gars qui font ça sont des pilotes d'essai, hein, qui ont tout fait. Et c'est impressionnant dans le cockpit parce qu'on volait au-dessus d'Arcachon, de la dune du Pilat. Donc, tu montes à 8000 et puis d'un seul coup, tu redescends à 2000 et tu fais des trucs comme ça, etc. Et tu descends et tu piques sur le bassin d'Arcachon. Tu es vraiment dans un Airbus et tu piques et tu te dis, c'est un truc de ouf. Et le pilote, pourtant, alors sur Airbus, c'était pas des joysticks, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'était un A300, mais c'est bien un manche qu'il avait, où il était équipé avec un manche. Et en fait, il pilotait son manche avec des ficelles. Ah ouais? Alors lui-même, évidemment, il partait en apesanteur, il était retenu par ses bretelles, mais il s'était mis des ficelles toutes simples, des bouts de ficelle pour tenir son manche. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça quoi, et tout. Il me dit, j'ai un pilotage qui est beaucoup plus souple quand je suis en apesanteur. Et donc, c'est curieux. Hein. Ouais, c'est une sorte d'amortisseur. C'est pas bête, je sais pas. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis 33 en plus, quand même. Je pensais pas que c'était. Si, c'est des cycles. Je sais plus pourquoi exactement ils en font 33, mais ils font des cycles. Alors justement, tu nous parlais de ces fameux sujets en alpha jet, de ces G positifs. Est-ce que tu t'imposais une préparation physique avant de faire ces tournages-là, ou c'était on y va et on voit comment ça se passe? Ah non, alors tu t'imposes une préparation physique. Nous à l'époque, quand même, moi sur le terrain, avec C'est pas sorcier, on avait pas mal de préparation physique parce que quand on faisait pas ça, on pouvait partir en forêt aussi. On crapahutait tout le temps avec du matériel un peu dans le dos. On faisait aussi de la montagne. Moi je fais pas mal de sport, j'en fais un peu moins aujourd'hui, mais non. On avait quand même la condition physique. Je pense que quelqu'un, sans être un athlète non plus, mais je pense que quelqu'un qui a une préparation physique, ça va. De toute façon, tu passes des tests quand tu es civil. Tu passes des tests pour voir quand même si tu es en bonne santé. Alors c'est pour au cas où tu te ferais un coup de siège éjectable parce que tu n'es pas à l'abri de ça. C'est peut-être là que c'est le plus impressionnant, c'est qu'avant d'aller faire un vol, tu as un instructeur qui te met dans un cockpit d'avion de chasse, et évidemment, tu es sous un hangar, donc tu vas pas. Mais tu as toute la procédure tu apprends à t'éjecter. Et sur l'Alpha Jet, c'était un peu compliqué parce que première procédure, c'est tu tires au-dessus. Si au-dessus, ça marche pas de mémoire, tu tires en dessous, tu avais une poignée en dessous. Et si la poignée en dessous ne marche pas, le truc, c'est le pilote retourne l'avion, les verrières s'ouvrent et tu te laisses tomber, quoi. Et là, tu te dis, si on en arrive là, c'était pas le jour à se lever, quoi. Mais donc, justement, pour en revenir à ça, comme il y a toujours ces risques qu'il y ait une éjection de l'avion et tout, tu vas à l'hôpital Percy, qui est l'hôpital où et là, tu passes toutes sortes de tests. Toutes sortes de tests physiques, on te fait des radios de la colonne vertébrale, je ne sais plus combien de radios de la colonne vertébrale, au cas où tu serais éjecté, pour constater derrière si tu as eu un tassement ou pas de tassement. Enfin, c'est quand même… Aussi, tu t'y prépares. Tu t'y prépares, Ok.
Oui, et donc, je reviens sur une question, il y avait pas les plus beaux souvenirs. Là, ouais, et alors il y a celle-ci, il y a Pierre qui nous demande comment s'est fait le choix entre Fred et Jamy de qui restait avec Marcel et qui allait sur le terrain, et en l'occurrence dans les avions. Bah, ça s'est fait naturellement au début de l'émission, en fait. Ah. On se connaissait déjà avant avec Jamy, on travaillait ensemble avant. On s'était rencontrés, lui faisait du reportage davantage, et moi j'avais monté une rédaction dans une petite chaîne à l'époque qui s'appelait Canal Santé. Et moi j'ai toujours préféré faire ce métier-là sur le terrain. Et Jamy, c'était un moment où il avait plutôt envie de raconter des histoires, et puis on avait inventé le concept des maquettes. On était aussi avec un réalisateur qui s'appelait Bernard Gonner, qui avait bossé sur Canal+, et il y avait Jérôme Bonaldi à l'époque, avant, qui utilisait aussi des maquettes et qui avait arrêté son émission, et David, qui était son maquettiste, c'était libre. Et donc, Jamy disait, moi, ça me plaît bien de raconter des choses comme ça. Et moi, je dis, mais attends, moi, je rêve qu'une seule chose dans mon boulot, c'est d'aller tester des choses sur le terrain et tout. Donc, naturellement, ça s'est fait comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Ça s'est fait, ouais. Et il y a une autre petite question justement qui est en lien avec ça. À quoi ressemblaient Marcel et la petite voix? La petite voix, c'est facile. La petite voix, c'est facile, c'est Valérie Garlin. Alors parfois, on la confond avec Sabine, Sabine co-animait aussi le magazine. Alors il y a des gens qui pensent des fois que c'est la même personne. Non, c'est pas la même personne. Sabine a été sur le terrain, comme moi. La petite voix, bon, on la voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle la petite voix, mais elle s'appelle Valérie Garlin. Et si vous voulez la voir, vous tapez son nom sur un moteur de recherche et vous la verrez très facilement. Elle fait du théâtre, elle fait beaucoup de choses, des voix évidemment. Elle est très engagée dans la culture et dans l'éducation et dans la formation des jeunes. Quant à Marcel, Marcel, il ne veut pas passer à la télé. Donc, tout ce que vous avez vu de Marcel, c'est son tatouage sur le bras. Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que alors, votre plus beau souvenir, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très action, on va dire, comme faire de l'avion de chasse ou tout ça, ça peut être autre chose. L'émotion la plus intense oui, intense, je sais pas, il y a eu du ballon, il y a eu du planeur, du parachute. Ouais, du planeur. Mais même pas, hein, parfois, c'est pour ça que c'est intéressant de dire ça. Ce qui est intéressant dans cette émission, et nous on essaye de continuer de le faire, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est la variété des sujets, et tu tombes sur des gens qui sont passionnés, qui travaillent sur des cellules et qui ont l'œil dans un microscope, mais ils te passionnent avec leur histoire. Ouais, donc c'est des rencontres aussi parfois. Ce sont des gens qui travaillent sur des sujets comme le génome, qui vont sauver des vies, qui ont des histoires. Ça passe souvent par les personnes qui sont passionnées par leur truc. Alors c'est vrai, déjà visuellement, quand tu fais de l'avion, quand tu plonges avec des baleines, quand tu es au cœur de tout ça, ou même avec les requins, tu vis. On va dire que ça procure sans doute, ce sont des moments très forts en adrénaline. Ouais. Et je pense qu'on va chercher ça aussi à un moment donné. Mais les moments de plaisir et les moments de découverte, c'est parfois dans un laboratoire avec des gens qui sont passionnés par leur sujet. Hein. Ouais. Donc c'est un peu tout. Hein. Alors, est-ce que tu es pilote d'avion, toi? Non, mais je vous l'ai dit, on ne se connaît pas beaucoup, mais on a discuté un peu avant. Je regrette, je voulais le faire il y a 5-6 ans. Parce que je me suis dit, bon, je veux le faire parce que je trouve d'abord que c'est une grande liberté. Tu vas te poser là où tu veux. J'aimerais parcourir l'Afrique et traverser l'Afrique avec un avion. Moi, j'en sais rien. Je suis peut-être tombé dans Syntex aussi quand j'étais petit. Et puis, je trouve que c'est super beau. Et en fait, non. Je me suis inscrit à un club sur les bords de Loire. Et en fait, il m'appelait toujours le moniteur en me disant, mais tu viens quand? Et j'étais tout le temps à Paris en train de faire. Et je me suis dit, mais j'ai jamais le temps quoi, de m'engager. Et si je fais ça, il faut le faire sérieusement, il faut voler. Je l'ai, le bouquin. Je me demande si je ne l'ai pas autour de moi. Je ne l'ai pas très loin de moi, le fameux pavé que vous connaissez là. Sur le PPL. Il se trouve que dedans, ce genre de livre, on a quand même raconté des histoires dans C'est pas sorcier où on a des notions quand même sur le vol, sur tout ça. Mais quand même, il faut prendre le temps de travailler ça. Et donc, voilà. Et donc, en fait, j'ai jamais pris le temps de le faire. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, moi, je suis pilote. Et ce que j'ai vu dans C'est pas sorcier, en fait, c'était très bien expliqué parce que y a rien à redire, en fait. C'est tellement bien fait, en fait. C'était tellement bien expliqué
que maintenant, avec mon expérience de pilote instructeur, comme je connais ces choses-là, quand je me remémore ce que j'ai vu chez vous, en fait, dans ces pas sorciers, je me suis dit, il y a rien à redire, quoi. J'ai appris beaucoup aussi, avant de faire mon métier, quoi. Alors, j'ai même une anecdote supplémentaire là-dessus. Il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans, j'ai eu un élève instructeur. Ça, c'est rigolo. Un élève instructeur qui, au briefing, je lui ai dit, bon, bah voilà, il faut que tu m'expliques comment vole un avion et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il m'a mis un épisode de C'est pas sorcier. Et là, non, mais c'est vrai, c'est véridique. Nico était là, il était témoin. J'étais là, c'est assez rigolo. Voilà, alors j'ai dit non, ça marche pas. Voilà, c'était un jeune. Tu peux pas déléguer, ça marche pas. Voilà. Faut que tu expliques de toi-même. Mais je voulais vous raconter une autre anecdote. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Ça veut dire, vous savez piloter. Nous, c'est pas notre cas, mais c'est pas que notre travail. Il y avait toute une équipe derrière qui bossait et qui préparait les trucs et tout. Ça veut dire que j'espère qu'on n'a pas raconté trop de bêtises. Des fois, on était obligé de vulgariser. La difficulté de la vulgarisation, c'est que des fois, on pourrait être tenté de trop simplifier les choses. Et nous, ce qu'on aimait bien, pour réussir à faire comprendre, c'est qu'on allait chercher le maximum d'informations et des fois on se disait stop, là on va pas donner ces informations-là, ça s'adresse trop aux professionnels, mais nous on avait besoin de les connaître pour faire ça, pour réussir à expliquer les choses. Et j'ai rencontré pas mal de pilotes d'hélico qui m'ont dit ce que vous venez de me dire. Eh ben moi, j'ai commencé par regarder dans les premiers cours ou la première formation, le C'est pas sorcier sur les hélicoptères. Et je peux vous dire qu'un des trucs qui est pas simple à expliquer, ça c'était le boulot de Jamie, mais nous, moi je connaissais les manips de Jamie par cœur, parce qu'on les préparait ensemble, c'est le rotor, le fonctionnement d'un rotor avec le vent apparent. C'est pas simple du tout. La vitesse du rotor avec les vents, etc., c'est pas simple du tout à expliquer. Et on était vraiment contents parce que c'était une émission qui était utilisée dans les clubs d'hélico. Et là, on s'est dit, bon, au moins, ça sert à quelque chose, au même titre que l'émission sur les châteaux forts, elle était plutôt diffusée à la maternelle, quoi. C'est ça. Donc, c'est une émission qui pouvait s'adresser à des gens en formation ou qui pouvait s'adresser. Ça, c'est certain. Et merci aux abonnements là, qui viennent d'arriver. Merci à Jumpseat qui offre 5 abonnements à la communauté. Et à Thomas aussi qui a pris un abonnement niveau 1. Merci à vous les amis. Oui, donc oui, des vocations totalement. Il y a énormément de gens qui en aéronautique disent « Ah bah oui, pour comprendre l'importance, on a eu à regarder des épisodes de C'est pas sorcier parce qu'il y avait les maquettes et c'était physique, c'était visuel. » Et d'ailleurs, il y a une réaction de Free Flight qui nous dit « Le maquettiste de C'est pas sorcier nous avait fait des têtes de roquettes factices montées sur le Skyraider qui était basé à Avignon. » Ah bah. Tu vois, comme quoi. C'est quoi ça, cette histoire? Le maquettiste de C'est pas sorcier nous avait fait des têtes de roquettes factices qui étaient montées sur le Skyraider, donc l'avion qui était basé à Avignon. Un avion de collection à Avignon qui était basé, et il fallait refaire les roquettes en dessous des ailes pour des fausses roquettes. Et c'est David qui a fait ça. Apparemment, ouais. Eh ben, très bien, mais David c'était un artiste qui devait, parfois ce qui est étonnant avec lui, c'est que je sais pas, tu lui donnes un bouchon, une feuille d'alu et il te fait un magnifique petit satellite, quoi. Ouais. Et souvent on nous a demandé, je sors un peu du sujet, on nous a souvent dit elles sont où les maquettes, vous pouvez pas nous les donner, etc. et tout, dans des écoles. Et malheureusement, on en a donné quelques-unes quand on pouvait, mais malheureusement on pouvait pas parce qu'elles étaient bien souvent fabriquées. Elles étaient des fois plutôt fragiles. Jamie devait les manipuler. C'était pas des maquettes qui pouvaient être manipulées par énormément de personnes. Et en plus, elles étaient fabriquées dans des matériaux qui étaient absolument pas conformes. On pouvait pas les donner. Donc, je sais qu'elles ont pas mal fait rêver ces maquettes-là, mais on pouvait pas les partager. Il y a eu des fois où des maquettes où il y a eu des gros fails justement où on devait s'attendre à quelque chose et puis du coup ça n'a pas du tout marché. Et puis faut trouver une autre solution. Un peu comme un pilote qui doit se dérouter. Oui, il y avait par exemple des trucs, mais vous connaissez bien le phénomène, des vents chauds et des vents froids et des choses comme ça. Quand vous êtes sur un plateau, quand Jamie faisait une maquette par exemple, et il avait besoin il y avait un phénomène d'air qui se passait et tout.
Quand tu as tourné toute la journée, que tu as des gros projos, à l'époque, c'était pas des LED, hein, quand tu as des gros projos qui te chauffent le plateau et que ton plateau est devenu très chaud, etc., et tout, tu as des manips qui marchaient plus à cause de ça, parfois. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui. Bah, on n'y pense pas forcément. ou alors, et puis, en général, David ou Marcel étaient planqués sous l'établi avec des trucs. Bah, il y a forcément ça marchait pas toujours du premier coup. Hein. Ouais. Non, il y a même des fois où fallait retravailler la maquette parce que ça marchait pas. Ouais. Et alors, ça représentait combien de personnes justement derrière toute cette équipe, entre les personnes qui faisaient l'éclairage, enfin, toute l'équipe de C'est pas sorcier, c'était combien? Bah, ça dépend. Moi, sur le terrain, c'était équipe réduite pour les raisons dont on a parlé. Des fois, on peut pas partir à nombreux. Et puis le reportage sur le terrain, bah, ça coûte cher aussi. Donc, et puis voilà, on n'était pas une émission de prime time. Et puis, c'était très bien comme ça. Donc, on partait plutôt en équipe soudée, façon commando. Et là, on était, nous, en tournage 3, 4, grand maximum 5, si. Et puis en plateau, c'est complètement différent. Enfin, quand je dis en plateau, toute la partie camion, où là, on peut déployer. Bon, je vais révéler un secret à personne si je dis que c'était pas une émission qui était faite en direct, hein, c'était pas possible, je sais pas. Donc, c'était très scénarisé. Moi, j'enregistrais tout avant Jamy. Mais je connaissais les lancements que je devais faire à Jamy, je savais précisément ce qu'il allait dire et lui me relançait derrière. Et lui, il tournait après. Et sur toutes les parties où on tournait la partie camion, il y avait des équipes plus importantes, forcément. Ouais. Parce qu'il y avait les maquettes à s'occuper, il y avait plus de caméras, il y avait tout ça. Mais bah, sur 20 ans, il y a forcément beaucoup de personnes qui sont passées dessus, mais c'était à un moment donné, en permanence, une trentaine de personnes qui bossaient dessus. Ouais, ça fait quand même un bel effectif. Hein. Ouais. Et là, donc, l'esprit sorcier, là, maintenant, vous allez utiliser beaucoup plus d'images de synthèse ou... Oui, on utilise beaucoup plus d'images de synthèse. D'abord, les maquettes, c'est compliqué. On ne voulait pas reprendre complètement le concept non plus. Et puis voilà, on aimerait bien faire beaucoup plus de reportages sur le terrain, mais c'est un secret pour personne de dire qu'aller tourner sur le terrain, c'est le plus intéressant pour moi, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Parce que c'est des déplacements, c'est du temps, on tourne beaucoup, c'est beaucoup plus de temps de montage derrière et tout. Donc, nous, on développe une chaîne pour le moment qui a pour but, moi, je rencontre tellement de gens passionnés, et quand je dis des scientifiques, c'est au sens large, hein. C'est des scientifiques, c'est des techniciens, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Au moins, dans cette chaîne, on veut leur donner la parole et qu'ils viennent nous raconter leur métier. Donc, on fait pas mal de talk-show mais très imagés. Oui. On est en train de les tourner, là, c'est une émission qui s'appelle Science en question, et on invite des gens, des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques dans tous les domaines qui nous racontent, et on essaye bien évidemment d'illustrer avec des images leurs propos, parce qu'on fait quand même du visuel, donc on a envie de voir les choses, qu'on voit des cellules, ou qu'on voit des avions, ou qu'on voit autre chose, on les illustre au maximum, mais on fait pas mal de talk en faisant venir sur le plateau. J'avais vu l'émission justement sur la matière. Faut que je la revoie parce que la matière, c'est quand même assez. C'est un sujet assez pointu quand même. Hein. Oui, absolument. Mais ça, c'est dans les grands dossiers qu'on peut trouver. On s'est amusé aussi à en faire un sur l'ordinateur quantique. C'est un peu chaud à travailler. Mais on aime bien toucher à ces sujets-là parce qu'ils sont complètement d'actualité. L'intelligence artificielle, c'est complètement d'actualité. C'est dans notre quotidien tous les jours. On en a plein de l'intelligence artificielle sur nos smartphones. Mais nous, on aime bien raconter comment ça marche, ce qu'il y a dans le cerveau d'une intelligence artificielle et comment cette intelligence artificielle fonctionne et comment elle est éventuellement capable d'auto-apprendre. On aime bien raconter ça, pas seulement pour le plaisir de raconter, mais on pense, et c'était le but de C'est pas sorcier, qu'il est important de savoir comment les choses marchent pour avoir une distance derrière et se dire, après aborder des questions davantage sociétales ou éthiques, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en méfie ou pas. Oui, voilà, c'est vrai que c'est important. Parce que là, il y a eu un sondage sur les jeunes qui croient que la Terre est plate. Quoi, donc, je pense qu'il faut insister. 10%, hein. 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pareil, donc, je pense que des émissions sur la science, je pense qu'il faut en faire. Hein. Je pense que voilà, c'est.
Oui, c'est sûr. Mais on n'est pas très loin aussi de la formation en aviation, hein, parce que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de démonstrations, de constatations, et si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne, on ne retient rien. Et on ne sait pas où on va. Nous, on a toujours pensé, ça a toujours été un peu, même inconsciemment, ce qui nous a guidés, c'est de donner du sens aux choses. Parce que je pense qu'on a tous vécu la même chose, parfois, pas tout le temps, heureusement, mais à l'école, de se dire, mais pourquoi on m'apprend ça? Pourquoi on me dit d'apprendre ça? Pourquoi Alors que si d'un seul coup, on commence par vous montrer à quoi ça sert, je pense que naturellement, tu apprends beaucoup mieux la façon d'y arriver. Parce que tu trouves du sens. Bon, c'est notre approche, hein, il y en a d'autres, mais nous, on trouve que c'est important de donner du sens aux choses. Et c'est important, on va te dire, d'un seul coup, on travaille beaucoup sur les risques naturels aussi actuellement. On va te dire, si jamais tu es face à une inondation ou vous êtes à Nîmes, alors vous connaissez ce qu'on appelait les pluies Cévenols, les épisodes Cévenols qui dépassent largement les Cévennes. Maintenant, hein, c'est truc. Mais on dit faites ceci ou faites cela et tout. Moi, je pense qu'il faut commencer par expliquer scientifiquement la rapidité de ces phénomènes, pourquoi ils arrivent comme ça, quelles peuvent être leurs conséquences et tout, et de l'expliquer scientifiquement. Et à partir de là, tu vas te dire ah ouais, d'accord, je comprends. Donc, je me prépare mieux éventuellement à faire ça, sans dramatiser les choses. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, c'est pas pour faire peur, hein, mais se dire ah ok, et si je construis mon truc, vaut mieux que je le construise quand même comme ça. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, quoi. C'est ça, c'est exactement la même approche. C'est être devant, être en avance, anticiper. C'est comprendre pour aller au-delà de sa peur, quoi. C'est ça. Il y avait une petite question tout à l'heure, je ne l'ai plus dans le chat, mais je l'ai vue, où quelqu'un demandait si un remplaçant devait te succéder dans quelques années, quelles études il faudrait qu'il fasse et quels conseils tu pourrais lui donner. Ça, c'est quelqu'un qui veut ta place. Je sais pas, hein, c'est dans le chat, hein, donc moi je relève. Alors, bon, il y a tout. Hein. Il existe de très bonnes écoles de journalisme en France, ou pas forcément les plus grandes qu'on connaît, comme le CFJ à Paris ou à Lille, qui est une très bonne école, mais il y en a d'autres. Il y a des IUT qui permettent de former, il y a tout ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, un journaliste, peut-être plus que dans la génération de Jamie et moi, un journaliste aujourd'hui, on va lui demander de tout faire, souvent pour des problèmes économiques, malheureusement. On va lui demander de savoir faire de la caméra, donc d'avoir un peu de formation technique. On va lui demander de savoir écrire quand même un minimum de choses. Moi, je pense que les premières choses, tout ça, c'est de la technique. Tout ça, ça s'apprend. Si tu rencontres un bon prof et tout, ça s'apprend. Moi, je pense que tu peux devenir journaliste même si tu n'as pas ton bac. C'est pas le problème. C'est pas un métier compliqué, journaliste, en fait. Hein. Bon, faut faire gaffe, faut pas faire trop de. Mais c'est pas un métier compliqué. C'est un métier où il faut d'abord être curieux et faut ensuite pas se contenter de tendre le micro à quelqu'un pour interviewer quelqu'un, parce que ça, c'est facile de dire alors expliquez-moi, c'est quoi votre problème? Parce que là, tu as la personne en face qui va te déblatérer son problème. Mais il faut d'abord comprendre le sujet. Donc, il faut être curieux et il faut déjà bien se renseigner sur le sujet et comprendre le sujet. Mais tout le monde est capable de tout comprendre. Ouais. Ça demande du temps parfois. Parfois, ça demande un peu de temps de concentration, mais on est tous capables de comprendre comment une intelligence artificielle fonctionne, ou comment un volcan fonctionne, ou comment un parti politique fonctionne, ou comment une société fonctionne, ou comment les Incas vivaient. On est tous capables. Ça prend un peu de temps. Mais il faut être curieux. Et il faut s'intéresser, et ensuite il faut travailler le sujet quand même pour pouvoir le raconter, quelle que soit la façon dont tu vas le raconter, que ce soit nous comme on le faisait dans C'est pas sorcier, ou que tu le fasses par écrit tout simplement et tout. Mais c'est pour ça que la réponse elle est pas évidente. Cela étant dit, je vais pas me faire taper sur les doigts, il y a de très bonnes écoles de journalisme, mais j'ai rencontré dans le métier et encore aujourd'hui des jeunes journalistes qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont fait des écoles de journalisme, qui sont très bons parfois, évidemment, parce qu'ils ont appris toutes ces techniques, mais d'autres, parfois, qui sont trop formatés.
Ouais. D'accord. Ou qui n'ont pas la passion ou la curiosité. Quoi. Bah oui, ou qui sont formatés, ou qui se disent je veux parler à la façon BFM TV ou CNews pour d'autres, ça dépend des affinités. Et, parfois, voilà. Et j'appelle ça un peu un formatage. C'est très personnel ce que je dis. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, non, mais c'est un avis intéressant. Après, mais en tout cas, la curiosité. J'ai vraiment envie de dire que c'est un métier qui doit rester ouvert parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se lancent dedans. Ah bah voilà. Parce que c'est un métier qui est extraordinaire à faire. Ouais. C'est la curiosité, je rajouterais la pédagogie aussi, parce qu'il faut savoir expliquer en fait pourquoi on était curieux. Ouais. Et nous on connaît bien ça, parce que la solution c'est ça en fait, c'est le partage de ce qu'on connaît en fait. Hein. C'est ça. Ah, et un raid. Et Asgard qui arrive avec 32 personnes. Bienvenue Asgard, merci à toi. Donc 32 personnes de plus qui arrivent sur le live, c'est beau. Bonjour. On est presque à la fin, parce que là c'est 20h47 UTC. Donc on va pas traîner trop longtemps non plus. Bonjour, bonjour Asgard, bienvenue. Écoutez, j'ai mis quelques questions de côté. Bienvenue Raptorux. Voilà, ça c'est toute la communauté asgardienne qui vient d'arriver. On en parlait justement avec Fred tout à l'heure, d'une autre manière d'utiliser le simulateur en découverte du monde. Donc soyez les bienvenus les amis, toute la communauté d'Asgard. Ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite tourner la dernière partie de l'émission, donc fort aux questions remise de gaz, et on utilise les 10 dernières minutes de l'émission pour aborder quelques questions qu'on a mis de côté et qu'on va poser tout de suite à Fred, si ça vous va. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Jingle. Alors, les 10 dernières minutes, il y a des questions qui sont extrêmement diverses. Allez, première question, on va les prendre à peu près dans l'ordre d'apparition. C'est plutôt une réaction. C'est notre ami Thomas qui nous dit « Je pense vraiment qu'on a plus que jamais besoin des formations en sciences et des émissions. » Donc, y a-t-il, ou plutôt, y a-t-il de moins en moins d'émissions, à ton avis, sur les chaînes qu'on suit? Il y a pas mal de documentaires scientifiques, des documentaires des 52 minutes, des 90 minutes parfois et tout, qui ont tendance éditorialement, je pense que ça vient des responsables de programmes en France, ont tendance à dire faites gaffe, la science ça fait peur aux gens, faites gaffe, la science les gens comprennent pas, etc. et tout. Mais c'est parce que ces programmateurs, j'allais dire, viennent plutôt de formations qui n'ont rien à voir avec les sciences, et c'est eux qui ont peur des sciences, c'est pas le public qui a peur des sciences. Ouais. Donc, il y a des documentaires, mais qui vont pas toujours très loin dans les choses. Par contre, oui, les émissions, je trouve que ça manque. Et pourtant, on a de plus en plus besoin de science, parce qu'on le sait tous, notre environnement, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, on parle du génome, on parle de tout, on parle du climat. On est d'accord, on parle des questions environnementales, tout ça c'est des questions qui font appel à la science au départ. Donc on a de plus en plus besoin d'avoir une culture scientifique. Et franchement, je vous dis ça, je ne suis pas scientifique, hein, mais je pense que oui. Il y a la robotique aussi qui va arriver là. Mais bien sûr, notre monde est dedans. Ouais. Il y a Boston Dynamics, là, une société. Qui font des trucs. Sinon, si on n'a pas cette culture, on va avoir des préjugés. Et sinon, on va dire la science, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. Ça dépend, nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on en fait. Hein. Oui, c'est exactement. C'est ça. Je vois en même temps, on vient d'avoir encore un autre raid, Grisou, qui arrive avec 37 personnes. Bienvenue à toutes et tous. On arrive sur la fin de l'émission, on est dans la dernière partie. Là, hein. On est en train de poser des questions du chat à Fred. Alors, le simulateur CO qui doit parler d'un sujet sur les trains. Fred, comment as-tu fait pour le ferroviaire, pour aller visiter au plus près de la haute tension, les caténaires et les pantographes? Ouais, alors c'était plutôt les lignes haute tension. Alors c'est peut-être ça. Avec EDF, parce que je suis jamais monté, ça faut pas le faire, hein, monter sur un train pour mettre la langue comme pour la pile 9 volts. Surtout pas, faut pas monter bons conseils, sur le toit. Non, ou alors d'une vieille locomotive, ça c'est autre chose. Mais non, surtout pas. Ouais, on l'a fait avec les lignards. Ça aussi c'est un métier qui est complètement extraordinaire. Les gars qui réparent les lignes haute tension. Alors on avait vu pas mal de séquences où
on va réparer en étant sur une nacelle au-dessus accrochée à un hélicoptère, bien sûr. Mais moi, j'ai fait un autre truc que vous pouvez retrouver dans un vieux C'est pas sorcier sur l'électricité, c'est que les lignards, à un moment donné, alors on grimpait sur la ligne haute tension, sur les bras, et là, on passait sur des échelles assez compliquées, et on allait installer un vélo sur les lignes haute tension, et on parcourait toute la ligne haute tension entre 2 pylônes sur un vélo. Tu pédales. Tu es au-dessus et là, tu vas surveiller, voir comment la ligne est faite. Et comme les lignards travaillent toujours sur les câbles sous tension, pour évidemment ne pas couper le jus, ils vont se former avant et tu es dans une combinaison en fil d'argent. Ce n'est pas une cage de Faraday, c'est une combinaison en fil d'argent qui te permet de t'isoler et d'enlever la différence de potentiel, en fait. Et donc, tu peux grimper comme ça sur les... Mais ça, on parlait de l'aviation et tout, mais ça aussi, c'est un travail de préparation. Et ces gars-là font souvent des gars, hein, je dis ça pour ça, mais un travail assez extraordinaire. Hein. Et là, vous avez maintenant une connaissance phénoménale ça aide sur aussi tous les domaines, quoi. C'est simplement parce que tu découvres, tu travailles avec ces différents métiers, tu vois comment ils font. Et ils te le font partager. Ça a été assez intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte, grâce à C'est pas sorcier, je pense que c'est une émission, au tout départ, elle n'était pas connue, et puis elle a été découverte par les enfants eux-mêmes le dimanche matin, qui l'ont indiqué à leurs parents, puis après, ça a été regardé en famille. Et du coup, les adultes se disaient toujours, c'est une émission pour les enfants, donc c'est vachement bien et tout. Puis je pense que ils aimaient bien l'émission et tout. Donc moi, j'arrivais sur des endroits... Ça, c'est moins possible aujourd'hui pour des problèmes d'assurance et tout, où les gars, ils m'embarquaient dans des trucs où ils me disaient, attends, on va t'accrocher en haut de la ligne haute tension. Je leur disais, mais les gars, j'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais on va te faire une formation. Ok, ça prend combien de temps? La matinée, on va te former, après tu vas y aller et tout. Et ça, c'était super intéressant parce que simplement, ces personnes-là voulaient partager leur... c'est pas de l'aviation, mais le téléphérique de l'Aiguille du Midi, le deuxième tronçon, c'est 400 mètres de vide et il n'y a pas de pylône sur le deuxième tronçon. C'est un seul câble, comme ça. Et là, on était accrochés au câble, nous, tout là-haut, au-dessus de la nacelle. On voit des plans où, avec le caméraman, on est en haut, mais parce que les gars voulaient nous montrer qu'eux faisaient ça pour aller entretenir les câbles. D'accord, alors, il y a plein de questions là, qui tombent sur le chat. Je vois voir qu'ils arrivaient aussi en raid. On va essayer de faire vite parce que là, je ne sais pas si on va avoir le temps de poser toutes les questions. Là, ça s'empile. Hein. On va devoir trier. Je réponds en un mot. voilà, en un mot. Alors, déjà, on a une petite réaction sur... c'est passionnant d'entendre les histoires qui se passent dans les coulisses d'une émission mythique. C'était là aussi le sujet de ce soir, donc on est ravis que ça vous plaise. Aussi un remerciement pour toi, Fred. Merci à Fred d'avoir collaboré avec le regretté Bernard Chabert dans l'émission Le Hangar sur Aérostat TV. Très, très instructif. Donc... Bernard qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et qui avait évidemment la passion qu'on lui connaît pour l'aviation, qui avait une super émission autrefois sur France 3. C'est dommage parce que C'est pas sorcier, l'émission de Bernard Chabert sur des grandes chaînes comme ça. C'est dommage que ça disparaisse. Eh oui. C'est aussi pour ça qu'on est aussi aujourd'hui avec On essaie de faire. De la part d'un prof de français belge, Fred, as-tu conscience que vos émissions sont les plus visionnées dans les écoles? On en parlait tout à l'heure, et même encore maintenant. Merci pour tout ça. Et bonjour à tous nos amis belges, parce qu'on a pas mal travaillé en Belgique aussi, et pas seulement pour faire des C'est pas sorcier sur la bière, parce qu'on en a fait, mais c'est beaucoup de sujets, et on est souvent, et je continue d'aller travailler en Belgique, parce que j'aime bien travailler avec les Belges. C'est toujours cool. Et il y a beaucoup d'humour. Il n'y avait pas de C'est pas sorcier sur les frites. Il y a un C'est pas sorcier sur les pommes de terre. Détrompe-toi, c'est Sabine qui l'a fait. Et il y a un C'est pas sorcier sur les pommes de terre où on parle des frites. D'accord. Tu t'es fait passer. Et il y a un C'est pas sorcier sur le chocolat aussi, où on tourne en Belgique une partie, mais on a tourné bien d'autres choses en Belgique. Je ne veux pas limiter à ça, mais... Ok. Une question. Elle devait arriver. Jamy a lancé Épicurieux, tu as lancé l'Esprit Sorcier. Avez-vous envisagé de refaire quelque chose en commun avant de lancer vos deux projets? Est-il possible de voir un jour une chaîne Twitch du style Épicurieux ou l'Esprit Sorcier, donc pour faire du vrai direct, comme ce qu'on fait en ce moment sur la zone aéro?
Bon, il n'y a rien d'impossible, hein. Il n'y a rien d'impossible. À un moment donné, quand on a arrêté C'est pas sorcier, on a pris des chemins un petit peu différents. Moi, j'ai quitté France Télévisions et je me suis intéressé davantage au net. Bon, je ne vais pas vous raconter, mais c'était une période un petit peu compliquée. Donc voilà. Et ça a été par hasard, on a dû s'intéresser aussi. C'était 2013-2014. Il n'y avait pas tant de youtubeurs que ça démarrait à l'époque. Donc on démarrait aussi sur le net et c'était assez intéressant. Et Jamie, lui, a continué à faire le monde de Jamie. Ouais. Et donc, voilà, et peut-être qu'on refera quelque chose ensemble. Là, on est chacun dans nos choses qui nous intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter une chaîne, de se servir de ce qu'on a sur la chaîne gratuitement pour le mettre aussi sur Internet pour que ce soit accessible à différents publics. Les émissions en direct, je suis bien d'accord que c'est super intéressant à faire. Ça se prépare, faut du temps, faut voilà, on peut pas tout faire d'un seul coup, mais il n'y a rien d'impossible, ouais, pourquoi pas. Et avec Sabine aussi. Eh oui, ah bah oui. Qui fait des choses très intéressantes sur la musique. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Justement, question de... où est-ce que c'est? Voilà, Mr. Jack White. Comment faire pour soutenir votre travail avec l'Esprit Sorcier? Très bonne question. Ah bah ça, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée parce que nous, on a monté une chaîne et notre façon de fabriquer nos programmes actuellement, c'est de faire des partenariats avec, je vous cite en gros, des organismes de recherche publique, des universités, des régions et de se mettre d'accord avec eux parce qu'ils ont tous envie et ils doivent même s'engager dans de plus en plus de médiation scientifique. Et donc, ils ont des ressources aujourd'hui financières, disons-le clairement, pour produire des programmes. Et nous, on les produit avec eux, ces programmes, parce que ce n'est pas forcément leur métier. Et notre but, c'est de les partager le plus largement possible. Et il y a toutes sortes de formats. Je vous disais, ça peut être des émissions, des talk-shows, ça peut être des reportages, etc., etc. Donc ça, c'est une façon de faire fonctionner la chaîne. Mais comme ça ne nous suffit pas, on a lancé une fondation. Donc si vous allez sur la chaîne que vous pouvez voir, ceux qui n'ont pas Orange, Free ou Bouygues, vous allez sur le site de .org, vous allez sur la chaîne et il y a Fondation qui est en train de se créer. On est une fondation sous l'égide pour la crédibilité, parce que comme on se crée, sous l'égide de la Fondation des Arts et Métiers. Ah oui. Donc très important, qui existe depuis très longtemps. Et une fondation, je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est pour avoir des mécènes. Alors ça peut être des particuliers ou ça peut être des gens, des entreprises, mais c'est un filtre entre la chaîne pour notre indépendance et des gens qui veulent contribuer ou des entreprises qui veulent y contribuer parce elles pensent par exemple qu'il faut développer des vocations dans le domaine des ingénieurs, dans le domaine des sciences, de tel domaine et tout. Et il y a effectivement, quand on fait une fondation, un système de défiscalisation où chacun peut y trouver son intérêt. Plutôt que de donner 100 € au fisc, tu vas donner 100 € à l'Esprit Sorcier TV et tu vas déduire 60, quoi. Ouais. Donc voilà, vous avez un bon moyen. Voilà, c'est ce qu'on essaye, mais on veut vraiment être transparent là-dessus. Parce que la grande difficulté aussi sur YouTube et tout, c'est quand on affiche aussi des sponsors, il faut financer tout ça. Nous, derrière, on a une équipe de plus de 10 personnes. Et quand on fait des programmes spéciaux, c'est encore plus que ça. Bon, c'est du travail. Faut payer toutes ces personnes-là. Et c'est bien normal. Et il faut qu'on trouve des financements. Et quand on veut que ce soit gratuit, on n'est plus dans le service public. Je suis plus sur le service public, mais on a toujours l'état d'esprit du service public. Il faut trouver des financements. Mais quand on est aussi sur Internet et que d'un seul coup, tu vas prendre Enfin, moi, il y a certaines... J'ai rien contre les entreprises. Il y en a qui ont beaucoup d'éthique, mais il y en a d'autres... Enfin, on ne veut pas servir de prétexte non plus à certaines boîtes. Donc, il faut une éthique, une sorte de charte. Ouais. Et garder une neutralité, voilà. Avec les sponsors. Oui, c'est important. Alors, chez nous... Je dirais le problème ne se pose pas souvent parce que les partenaires s'adressent à nous davantage pour faire des choses pédagogiques et pas pour placer des produits. Ça, c'est bien. Donc voilà, c'est ce qui nous sauve là-dessus. Ouais, c'est bien. Merci Asgard qui offre 5 abonnements à la communauté. Merci à toi, grand merci. Il y a énormément de réactions où, comme celle-ci justement, moi je voulais juste vous dire merci. On pourrait afficher comme ça. Toc. Voilà. Je voulais juste vous dire merci pour C'est pas sorcier que je regardais plus jeune et mes enfants 10 et 14 ans ont pris le relais et ils kiffent grave. C'est vrai que maintenant, si on refait une émission comme ça, s'il y a une émission comme ça qui revient, pareil, il va falloir changer le vocabulaire aussi, parce que kiff grave. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais oui, t'as raison. Yo, la portance là, ça kiff grave.
Ben oui, oui, bien sûr. Et je vous signale qu'il y a quelques C'est pas sorcier où on parle encore en francs juste avant Oui. 2000. Ouais. Ça fait Ouais. drôle quand même. Voilà, ben, on a fait à peu près le tour. Une réaction de Saver qui, je pense, et je pense Allez, qu'on on va s'arrêtera terminer là-dessus. Je crois que de toute façon, personne ici n'a fait le deuil de C'est pas sorcier. Il y a tout un héritage fantastique qui en découle. Et ça, je pense que Et c'est. je pense qu'on est tous d'accord On là-dessus. est tous ouais. d'accord sur ce Voilà. point-là, en tout cas. En Bah, tout tant cas, mieux. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que Jamy, Sabine et moi, bah, on est passionnés par ce qu'on fait, mais on est quelque part les vitrines, mais que ce boulot-là et cette émission-là, elle appartient aussi à des journalistes, des réalisateurs qui ont été avec nous, qui ont été tout le temps très fidèles. Je crois qu'ils ont pris leur pied aussi à travailler dessus, exactement comme nous, quoi, et que c'est un vrai boulot d'équipe, hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour hyper ça aussi, important, hein. et je dis- Ça tombe pas du ciel, hein. C'est hyper important. Tout le monde apporte ses idées et c'est un vrai boulot d'équipe. Regardez donc toujours les génériques jusqu'au bout. Ouais. Lisez les noms. De voir les gens qui Et ont vous, participé. vous verrez le nombre ouais, de gens qui, ont, Ouais, ouais, qui c'est sont énorme, derrière, qu'on ne voit pas en fait dans les émissions. Bah, vous le savez bien, le petit côté magique aussi de C'est pas sorcier, c'est les maquettes. Ouais. Bon, faut savoir quand même qu'il y a avec que David, une fois ou deux, il s'est fait et quelqu'un est venu lui donner un coup de main. Alors pendant les plateaux avec Jamy, il y avait des gens pour l'aider parce qu'il fallait, mais c'était lui qui les créait vraiment. Il a tout le temps été dans l'ombre. Ouais. Alors que c'est un côté complètement magique de l'émission, ces petites maquettes qui fonctionnent toutes seules. Ah ouais, Hein, c'est vrai que c'était un avec, rituel un peu. avec des bidouillages, en fait. J'ai vu que dans son atelier, en fait, où il faisait ses maquettes, en fait, il y a un corsaire qui était suspendu au plafond. Mais ouais. Fred, il faut revenir dans la zone aéro. Bah, il y en a, c'est pas fini, il y en a qui redemandent encore. Magnifique, c'est super de te voir dans la zone. Bon, bah écoute, merci à vous en tout Bon, cas bah, d'avoir très été bien. là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, c'était super de t'avoir avec nous, Fred. Ben, merci. ça fait plaisir de pouvoir en discuter aussi. Et le seul truc un peu frustrant, c'est que j'aimerais bien voir les gens avec qui on partage, quoi, en fait. Et, Avec le chat. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et, ah bah oui. Non, On mais aurait les pu, voir, tu vois, relayer le chat. les voir comme dans une conférence, quoi. Alors, bah justement, parlons-en. On prévoit les 1 an de la chaîne La Zone Aéro, hein, puisqu'elle a été lancée au mois d'avril 2022. 2022. Et peut-être qu'on organiserait potentiellement une petite conférence pour que les gens justement de la communauté puissent se rencontrer. Voilà. Au milieu d'avions, évidemment. On n'est pas loin de Courbessac en plus, pourquoi pas. Que ce soit Et, les alternotateurs, et puis... Voilà, et faire un truc qui vulgarise autour de l'aéronautique pour, on va pas dire contrer un peu l'aviation bashing dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais apporter justement cette chose-là. Et si tu veux participer, ça sera avec un grand plaisir, évidemment. Et c'est quand courant de l'été, on n'a pas encore fixé de date, c'est un projet qui nous trotte en tête, mais Okay. on est encore au stade de projet. L'histoire Voilà. de se voir en vrai, en fait. C'est ça, Voilà. Ok. Eh voilà. ben, avec plaisir, et sincèrement, avec plaisir. Hein. Ouais, Si les dates correspondent, ah bah oui, bien sûr. ok, bah Pas de super. souci. Super. C'est Bah, tout, le gentil. monde est content. Hein. Voilà, Eh ben, Fred, tant une mieux. voix emblématique à bercer mon enfant. Ah, il y en a des... Ah oui, mais tout le monde. Ça n'arrête pas. Ah là là. Bon, en tout cas, merci Fred d'avoir participé à cette émission qui était très attendue et je pense que tout le monde est ravi de t'avoir retrouvé et de nous être replongé un petit peu dans les coulisses et voilà. de voir l'envers du décor aussi, parce que c'était important. Merci à toi. On en parlera en antenne, je pense qu'il va y avoir un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde ici, qui va arriver sur l'Esprit Sorcier bientôt. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, vas-y. Sur les avions qui larguent de l'eau. Ah oui, bah bien sûr. On a tourné à Nîmes, justement, parce qu'ils sont là-bas, ils sont basés à Garon, sur les Canadair. Alors, je suis bien embêté parce que ça va être début mars. Je pense que c'est dans une émission de notre chaîne, mais que vous pourrez retrouver, qui s'appelle Reporter de Science, sur les pilotes de Canadair. Et ben voilà. Avec Ah, un pilote qui témoigne, qui s'appelle Tonio, il se reconnaîtra, et Tonio qui était avant à la patrouille de France et qui est devenu pilote de Canadair. Voilà. Ça va Et ben très on bien. vous donnera la date quand on l'aura. On transmettra la date. On vous dira attention, n'oubliez pas de regarder l'émission. de Fred. Voilà, on vous la transmettra. Super. Et ben parfait. Parfait. Que dire. Bon bah on va
pas tarder de clore cette émission. Avant toute chose, si vous ne followez pas la chaîne, n'hésitez pas à le faire en dessous. Vous cliquez sur le follow. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec les abonnements, comme les excellentissimes personnes qui l'ont fait pendant cette émission-là. On souhaite monter encore une fois le studio mobile courant de cette saison pour aller au plus près des actions. Et justement, on voudrait l'avoir si on fait cet événement pour pouvoir retransmettre la conférence qu'on veut mettre en place sur Twitch, sur la chaîne de la Zone Aéro. Ça serait super. Ça serait vraiment en live et interactif. Donc n'hésitez pas à le faire. Le programme, alors la semaine prochaine, j'ai vu Céline qui était là il y a 15 jours, Céline Merlot qui était avec nous pour parler de facteur humain il y a 15 jours, qui était dans le chat. Merci à elle d'être passée. La semaine prochaine, on parlera organisation de meetings aériens avec Isa Bazin, qui en organise un du côté de Melun notamment. Donc si vous avez des questions sur l'organisation des meetings et connaître les coulisses d'organisation de meetings aériens, c'est la semaine prochaine dans la Zone Aéro. Le 1er mars, on parlera bénévolat et aviation avec Anthony qui organise des rassemblements un petit peu partout en France. Et on parlera un peu de cette difficulté de recruter aujourd'hui de jeunes personnes pour s'engager dans le bénévolat de l'aéronautique. Le 8, on va s'orienter du côté artistique. Le 8 mars, nous recevons Rémi Michelin qui a fait entre autres la photo qui est là-bas derrière de Canadair, qui est photographe et qui travaille très régulièrement avec la Patrouille de France. Et d'ailleurs, il va sortir un livre pour les 70 ans de la Patrouille de France qui auront lieu cette année. On en parlera avec lui, on verra des photos en exclusivité. Donc ce sera le 8 mars prochain. Le 15, on franchit l'Atlantique. On va direction le Canada et on rencontrera 2 pilotes qui se sont formés au Canada. Et on parlera avec eux de leur parcours et comment ils sont arrivés à aller voler au Canada et à faire carrière là-bas. N'oubliez pas la doudoune, hein, parce qu'il y a pas mal de neige à ce moment-là. Ouais. Vous risquez rien ici. Hein. Le 22 mars, j'aurai le plaisir de vous présenter un sujet sur l'altimétrie, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on va venir un petit peu dans les détails et on va essayer de comprendre comment un altimètre fonctionne et comment les avions utilisent les calages altimétriques pour voler, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est le 22. Comme dirait Perceval, quel côté de pression ça dépend du côté vers lequel on est tourné. Tout change, quoi. Et en fait, le 29 mars, donc dernier mercredi de mars, ce sera Maxime Garcia, fondateur de Spotter, et qui font des photos d'avions. Et on parlera justement des fameux spotters qu'on trouve autour des terrains et qui font de magnifiques photos. Voilà pour le programme d'ici jusqu'à la fin mars. Donc vous savez un petit peu ce qu'il en est. Si vous souhaitez retrouver tout ça, ça se passe sur le Discord. Et Fred, d'ailleurs, merci d'être venu sur le Discord cet après-midi. Ça vous a fait bien plaisir. Je vous ai mis le lien sur le Discord. Et voilà, rejoignez et tout est indiqué dessus. Il y a une rubrique, le programme. Voilà, très bien. On peut continuer le débat aussi sur Discord pendant toute la semaine sans aucun n'hésitez pas. Problème. Voilà. Eh bien, écoutez, Fred, encore merci. On se garde encore quelques minutes juste post-générique pour clôturer. Nous, on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci à vous pour votre présence. Vous étiez nombreux et nombreux et on vous en remercie. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30. C'est à 20h30 la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Pour Isa. Et puis, fly safe pour ceux qui volent. Passez une bonne semaine. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Et maquettez bien pour ceux qui font des maquettes. Exactement. Voilà. Bonne fin de mercredi à toutes et tous. Bye bye. Salut.